En première partie, les modèles d'assainissement basés sur le marché. Je me présente Tsu, spécialiste marketing et entrepreneuriat de Ranwash. Bienvenue à tous. Je vais directement enchaîner sur le contexte. Sur le contexte de l'assainissement basé sur le marché ou de l'assainissement général à Madagascar, c'est que le contexte de l'assainissement implique que nous avons un historique assez chargé avec des approches différentes. Ranwash lui-même, le projet, a œuvré avec plusieurs approches, notamment en premier lieu l'approche CLTS, mais qui donne, comme on le sait tous, des résultats certes probants, mais à long terme mitigés et limités. Donc, il a été nécessaire de trouver une approche qui est bien plus pérenne, d'où la nécessité de basculer sur une approche basée sur le marché. La pérennité, c'est le principal avantage donc de l'assainissement basé sur le marché, et c'est ce qui nous a motivés à agir dans ce sens. Donc, en termes de contexte de l'assainissement, on sait que c'est un business important, mais qui présente quelques problèmes. C'est un business essentiel qui est occulté. On sait que l'échelle du business est importante pour la viabilité du business. On sait également que c'est un secteur où il faut plusieurs spécialités, l'approvisionnement, le marketing, la maçonnerie, tout un tas de spécialités qui doivent s'intégrer pour pouvoir mettre en œuvre efficacement l'assainissement basé sur le marché. Par-dessus tout, on sait qu'il y a une différenciation géoculturelle importante dans tout Madagascar, que ce soit sur les hautes terres ou sur les côtes. On aura des différences notables qui vont influencer énormément sur la mise en œuvre. Mais on sait qu'il y a un potentiel de marché qui est très élevé. On sait que c'est tout à fait possible de mettre à l'échelle et on sait que c'est un marché encore très libre puisqu'il y a encore peu d'acteurs professionnalisés dans le domaine. En tout cas, on sait également que grâce à l'intervention des projets, la demande, elle commence fortement à évoluer. Nous sommes donc à un moment charnière pour la mise en œuvre de ce business. C'est le moment, hein, il faut investir maintenant. Donc, pour vous, sur ce webinaire, nous allons parler de 3 éléments, les éléments stratégiques essentiels que l'on va condenser dans un document qui est disponible sur le site de Ranwash, que je vais présenter tout à l'heure. Et ensuite, en numéro 2, la réponse du marché suite à un test que l'on a fait. Et finalement, tout ce qui est label, les branding, les structurations. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cet aspect branding, structuration pour pouvoir attaquer un volume du marché. En tout cas, pour pouvoir commencer à attaquer le volume du marché. Ces éléments-là sont nécessaires. Donc, commençons par le commencement. Il faut comprendre le marché. Quelles activités nous avons fait? Nous avons utilisé l'approche Human-Centered Design, une approche centrée sur l'humain, c'est-à-dire concevoir des solutions qui se basent sur les produits, qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs. On part donc, toute décision part donc de l'utilisateur. Le moyen de distribution, est-ce qu'il lui convient? Le produit lui convient? La communication lui convient? Tout est centré sur cet utilisateur. Ça va produire donc une segmentation de marché. On va vous le montrer tout à l'heure, elle est très pertinente, la segmentation du marché. Les limitations actuelles, les limitations qu'il faudra pallier pour pouvoir mettre à l'échelle et finalement les opportunités que l'on peut prendre. En tout cas, sur le premier document, vous pouvez voir le petit graphe ici, on a parlé à 94 clients, 27 acteurs du secteur privé et 19 acteurs de la communauté répartis selon ces modalités-là. On a des utilisateurs de toilettes, des non-utilisateurs de toilettes, on a jusqu'au gouvernement à l'échelle régionale, à l'échelle du FUCTAN, on a des acteurs de la santé. Vous retrouverez ces données-là dans le document. En essayant de comprendre le marché, je suis sûr que vous êtes au courant ou bien vous avez vécu cette réflexion, c'est que lorsqu'on parle de l'assainissement, ça tourne presque immédiatement ou très rapidement à la santé.
C'est un argument qui est tout à fait vrai, qui est tout à fait justifiable, mais entre nous, ce n'est pas tout à fait vendeur. Si on veut vendre, c'est l'argument à, je dirais pas à éviter, mais à ne pas trop mettre en avant par rapport à d'autres arguments. Et si on ne met pas en avant la santé, alors qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Ben, la réponse du marché, justement, ce document, il va parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour pouvoir parler de vente de produits? On sait qu'il vaut mieux ne pas trop s'attarder sur l'aspect santé, mais utiliser les autres leviers. Mais bien qu'on utilise ces autres leviers-là, il faut qu'on sache pourquoi les toilettes ne se vendent pas très bien. J'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou bien entendu la question, est-ce que vous connaissez un bon restaurant? Ou bien est-ce que vous connaissez un bon mécanicien? Mais est-ce que vous avez déjà entendu la question, est-ce que vous connaissez un très bon fabricant de toilettes? Vous pouvez poster dans les commentaires si ça vous est arrivé, hein, mais très franchement, ce n'est pas le genre de question qui se pose très facilement, on entend partout. Alors que justement, c'est le genre de questions dont on aurait besoin pour pouvoir promouvoir le business de l'assainissement. Il faut que la demande soit présente parce que dans l'état actuel des choses, regardez ces jolies toilettes que l'on a exposées ici, elles donnent vraiment très envie de les utiliser. Il n'y a pas vraiment de demande de toilettes. C'est des modèles qui ne sont pas très recherchés, on n'a pas envie de payer pour. C'est dans cet axe-là, dans ce sens-là, qu'on va permettre une promotion du secteur de la vente de toilettes, en fait. D'où la question que je vous ai posée tout à l'heure. Il faut vraiment que les gens se posent la question, où est-ce qu'on a les bons fabricants de toilettes? Les latrines actuelles, elles ne répondent pas forcément aux besoins des utilisateurs. Les critères de désirabilité, bah oui, bah, qui désirait en fait des toilettes qui ressemblent à celles que l'on propose. Alors que, très sincèrement, hein, les toilettes, celles du bas, là, c'est vraiment, entre guillemets, bonnes toilettes. Enfin, comparativement à celles du haut, bien sûr. Mais je vous pose la question, est-ce que vous achèteriez ces modèles-là? Ça ne répond pas forcément aux critères de désirabilité, ça ne répond pas à ce que la personne veut. Mais ça reste un facteur limitant qui traduit des opportunités derrière. Ben, là, on a une petite épicerie hein, où on a des gens qui achètent des produits relativement modernes et je pense que toute personne devrait comprendre un tout petit peu lorsque je lis ici ma phrase, c'est que quand nous, Malgaches, on veut quelque chose, ben, on est prêt à payer pour ce quelque chose-là, mais il faut d'abord le vouloir. Hein. Si on ne veut pas, ben, on ne paie pas. Il faut marchander un peu aussi après. La motivation, et la psychologie, ça pousse les gens à désirer quelque chose. C'est ça l'opportunité. Et nous, quand on veut quelque chose, quand on désire quelque chose, eh bien, on est prêt à payer. Et sincèrement, les conditions actuelles sont mûres pour passer à la phase de marché. On l'a dit, hein, la demande est présente. Les acteurs sont assez matures. Donc, pour vous, sur ce document, je vous propose un roadmap complet sur comment mettre en place un business, du moins sur la partie stratégique. Déjà, on parle de segmentation de marché. Ensuite, du séquençage d'intervention sur ces segments. Qui cibler en premier, ensuite qui, et après, à la fin, qui. Les guides, mais pas à pas, vraiment step by step, sur comment est-ce qu'on fait pour développer un produit. On ne prend pas juste du ciment, on mélange tout et on fait une forme de dalle comme ça. Il faut prendre plusieurs paramètres en compte. Et comment activer la demande? Tout ça, vous le retrouverez sur ce document. Et très sincèrement, il est assez complet hein, et surtout, il est gratuit, n'hésitez pas. Pour la suite du roadmap, la partie, on l'a dit tout à l'heure, très importante, c'est la partie supply chain ou bien chaîne d'assainissement, chaîne d'approvisionnement, pardon, je me perds. La chaîne d'approvisionnement, c'est, on a sur le document des informations sur comment est-ce qu'on peut faire pour structurer cette chaîne d'approvisionnement, comment faire pour que les produits arrivent au niveau des clients.
quels sont les mécanismes envisageables hein, lorsqu'on va travailler en milieu, par exemple, rural ou bien urbain, hein, quels sont les mécanismes envisageables pour pouvoir mettre en œuvre cette distribution-là? Des petits exemples sur ce que vous trouverez dans l'outil. Ça, c'est vraiment un extrait de l'outil. Ici, par exemple, on a la segmentation, on a les adopteurs précoces, les early adopters. Les atos, ce sont les personnes qui aiment innover, qui sont toujours à l'avant-garde des choses, qui ont vu des choses ailleurs, qui aiment être en avance par rapport à n'importe qui. Ici, on a 7 catégories comme premier segment et comme première cible également. Ensuite, sur la deuxième partie, par exemple, on a les compétitifs copycat, les personnes qui aiment copier ceux qui sont en avance. Ça, c'est la grande majorité. Hein. Une fois que l'on a ciblé ceux qui sont en avance, ben, tout le monde veut être comme ceux qui sont en avance. Et ça influe énormément sur comment est-ce qu'on va communiquer. Parce que si on prend, par exemple, sur les supports de communication, ceux qui sont en avance, tout le monde aura envie d'être comme ces personnes-là. Encore sur l'outil, ben, vous trouverez tous les éléments clés qui vont être les chapitres de ce que vous devez faire. Le produit doit être aspirationnel, doit être désirable. Il y a la phase d'étude et d'analyse, en fait, qui va permettre d'identifier ces critères de désirabilité de produit. Utiliser ces critères de désirabilité de produit pour cibler les segments qu'on a définis, qu'on aura définis, et finalement structurer la chaîne d'approvisionnement en fonction de ces segments et des produits. On va en prendre des exemples tout à l'heure. Également, dans le document, vous trouverez des calendriers de mise en œuvre. Quelles périodes sur les côtes, quelles périodes sur les hautes terres sont les plus propices pour mettre en œuvre quelle activité. On veut faire de la prospection à quelle période, on veut faire de la vente à quelle période. Ici, il est important de préciser que le rapport, il va indiquer que c'est mieux de commencer sur les côtes à cause des sources de revenus, bien entendu, et de la viabilité du business. La fragilité du business, à ce moment-là, il vaut mieux investir là où on a le plus de clients et plus tard, investir là où on a des clients un petit peu plus difficiles ou bien des saisonnalités plus serrées. C'est le genre d'information que l'on pourra trouver dans ce document. Et en bonus, non, c'est juste pour vous dans ce webinaire, vous aurez en bonus les liens vers les success stories en Afrique et en Asie, combien de temps ça a été fait pour mettre en place, quels sont les points clés pour les points clés pour mettre en œuvre. Enfin, je blague, hein, tout ça c'est dans un seul document que vous trouverez sur le site de Ranwash. En tout cas, vous le trouverez facilement grâce à ce titre-là. Et sur le site, je vous mettrai les liens en fin de vidéo. Restez jusqu'au bout. Donc, une fois qu'on a notre stratégie, qu'est-ce qu'on va faire de cette stratégie? Eh bien, on va la déployer sur terrain, bien évidemment. D'où notre deuxième document. C'est consacré au déploiement sur terrain et mettre nos idées à l'épreuve des clients, vraiment voir si ce que l'on a appris est notre stratégie, eh ben, est-ce que ça va marcher ou bien c'est à refaire. Donc, sur cette phase pilote, on a un deuxième document et j'ai extrait ce petit graphe de ce document-là. Il y a une grande boucle et une petite boucle et on va prendre la petite boucle spécifiquement. Ici, par exemple, on a la phase d'idéation, celle qu'on a parlé tout à l'heure, hein, prendre les données, créer des idées que l'on va tester. Il nous faut mettre des indicateurs sur les idées. C'est la première chose à faire. Je donne un exemple. La première idée, c'est qu'il nous faut une dalle. On est d'accord, il n'y a pas de toilette sans dalle, même des dalles en bois avec, comme la première photo de tout à l'heure. En tout cas, la dalle, il faut des critères, par exemple la texture de la dalle, ou bien la couleur de la dalle, ou bien la matière avec laquelle la dalle. En fait, on va tester ces modalités, ces critères-là. Et une fois ces modalités et critères déterminés et pesés, on va passer par la phase prototypage et on voit sur terrain. Donc, pour identifier ce qui est intéressant comme critère de variabilité, je donne l'exemple.
Est-ce qu'on va utiliser une maison ronde ou bien une maison carrée ou bien un toit en boussac ou bien un toit en tôle? Eh ben, on se base sur cette enquête avec augmentation de résolution. On part de photos que l'on pourrait appeler basse résolution, de simples petites photos de critères. Ensuite, on passe à des prototypes en 3D ou des schémas en 3D. Et au final, avec des prototypes réels, et à chacun de ces prototypes ou chacune de ces résolutions, on évalue lesquels sont les plus appréciés par les clients. Ici, on a des illustrations de comment est-ce que ça s'est fait. Ben, par exemple, on prend la plus basse résolution. Vous voyez la photo en haut à gauche? Pardon. La photo en haut à gauche, c'est la plus basse résolution. Vous voyez par exemple une dalle turque là. Et les gens vont commencer à émettre des critères. Ensuite, à partir de ces critères, on va augmenter la résolution vers une meilleure vue, une meilleure résolution. Par exemple, ici, les maisons, les superstructures en tôle et une dalle en béton texturé avec une interface Satopan, par exemple. Et au final, concrétiser ça sur terrain. En bas, le vert et le marron, ce sont les... Vous voyez, c'est un peu rond, là, la superstructure verte, et l'autre, c'est carré. Vraiment comparer chacun de ces prototypes. Et chacun de ces prototypes n'a pas été construit au hasard, il a été construit sur la base de tout le processus en amont, au risque de faire n'importe quoi, parce que les clients vont de toute manière répondre à votre produit. Même si c'est un produit qui ne correspond pas tout à fait, ils répondront quand même un tout petit peu. Et pour éviter ce risque-là, on procède par étapes de résolution, comme on avait parlé tout à l'heure. En tout cas, une fois que le prototype physique il aura été déterminé, c'est un processus long et fastidieux, le prototype physique. Il faut ensuite passer à un autre processus long et fastidieux également, c'est les canaux de communication. Ici, par exemple, sur le cas de Lukumb, nous avons utilisé, entre guillemets, pardon, c'est irrespectueux comme terme, nous avons, j'aimerais dire profiter, mais oui, profiter de l'influence de la Panzac pour diffuser la notoriété des promoteurs, du promoteur local d'ailleurs, et des agents lors d'une animation de masse. En tout cas, l'objectif lors de la diffusion, lors de l'utilisation des canaux, c'est que on utilise l'effet de preuve sociale, comme quoi si quelqu'un d'important ou bien tout le monde utilise le produit ou bien fait appel à, à ces producteurs de toilettes, ça veut dire que c'est un producteur de toilettes qui est digne de confiance. Vous vous rappelez la question de tout à l'heure, où est-ce que l'on trouve de bons producteurs de toilettes? Et bien justement, c'est cet effet-là que l'on essaie de promouvoir à partir de, de ces canaux de communication et des leviers psychologiques que l'on utilise. En tout cas, un élément important qui a été révélé dans le document également, hein, c'est que l'impact local est très important. Lors de la conception des outils, vous prenez un village, et dans un village, vous savez que tout le monde connaît tout le monde. Enfin, presque. Mais si vous mettez quelqu'un que tout le monde connaît dans le village, si vous mettez quelqu'un du village sur un des supports et vous le rendez célèbre grâce aux flyers, tout le monde aura une meilleure facilité de se projeter par rapport à n'importe quel autre type de personnes que vous allez placer sur le support. En tout cas, plus la communication est ciblée et locale, plus elle est efficace, mais plus elle va coûter cher en termes de conception. Donc, le tout, c'est de trouver un équilibre entre l'efficacité de la communication et les coûts liés à cette communication-là et à la production des supports. En tout cas, les valeurs promues, les messages promus, c'est principalement le bien-être des enfants, le statut social et la propreté et la qualité du produit. Vous le trouverez dans le document et c'est détaillé un petit peu plus. En tout cas, j'aimerais juste passer brièvement sur le test pilote. Qu'est-ce qui a émergé de ce test pilote? Je vous apprendrai rien en vous disant que la chaise anglaise sort grand vainqueur, la superstructure en parpaing sort grand vainqueur et les carreaux sur la dalle sort grand vainqueur.
mais assez bizarrement, les fosses surélevées sont préférées. En parlant de prototypes, vous trouverez également sur le site tout ce qui est plan, devis et cotation. Dimensionnement, je veux dire, n'oubliez pas que la taille des superstructures ont une influence sur l'envie d'acheter des gens. Une superstructure trop petite, ben, c'est pas très attirant. Trop grande, ce sera trop cher. D'où la mention des dimensions et des côtes sur les plans. Finalement, n'oublions pas que nous restons dans le domaine du développement avec des acteurs du projet. Vous avez des systèmes d'optimisation. Je vous explique un tout petit peu. Ici, par exemple, on sait que le fer, les parpaings sont des éléments essentiels pour développer les toilettes, alors que ce sont des éléments sur lesquels nous, projets, pouvons intervenir, par exemple, en mettant en relation ou en négociant avec des fournisseurs des prix en gros sur ces produits-là, ou bien en dotant de moules à parpaing les producteurs. Mais c'est là où c'est dangereux, c'est hautement sensible, parce que si on intervient de manière inconsidérée, notre appui risque de devenir nocif ou destructeur par rapport au marché si on agit n'importe comment, en subventionnant trop, par exemple, ou bien en une intervention non considérée risque de nuire au marché plus qu'autre chose. D'où la présence dans le document de cette partie-là, comment intervenir pour aider le marché. Et finalement, ben, on va parler un tout petit peu de comment mettre à l'échelle. Il faut donc le label, il faut donc un label et un logo pour fédérer en fait tout le monde. D'où la production du label ici, Cabernet Madame. Vous commencez peut-être à en avoir un tout petit peu marre, mais on n'arrête pas de le matraquer. C'est un label qui va on pense pouvoir agglomérer beaucoup de producteurs et permettre la diffusion à l'échelle nationale. En tout cas, il faut, pour professionnaliser, il faut des uniformes, il faut des cartes de visite pour augmenter cette notoriété, comme on l'a dit, et il faut une expertise et une réputation à diffuser. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce slide ne fait que répéter un tout petit peu ce qu'on a dit, mais en image, ben, on a les uniformes, on a l'expertise, on a les supports que vous trouverez d'ailleurs sur le site. Tous les flyers, tous les produits, tous les supports de vente, supports marketing, vous les trouverez sur le site. Donc, à part cela, nous avons balayé un tout petit peu l'aspect finance, le processus de financement et des entrepreneurs et des clients. Nous n'avons pas pu pousser jusqu'à la réalisation, mais on a un sketch, un tableau synoptique que vous trouverez également sur le site des opportunités de financement, que ce soit au niveau ménage, que ce soit au niveau client. En tout cas, la finalité, ce serait de repayer les microfinances via mobile money pour rendre l'approche tout plus facile. En fait, c'est un système qui est déjà très diffusé, hein. Vous avez sûrement déjà rencontré cette approche-là sur d'autres domaines, les kits d'éclairage par exemple, ou bien des télés à écran plat, ou bien la télé par satellite. Vous avez ce type d'approche qui est très répandu et qui est directement transposable sur les latrines. Et le marché, actuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, il est propice à cette approche-là. Alors, où trouver les documents? Ben, c'est sur le site ranoche.org. Vous ouvrez ranoche.org, vous regardez sur l'onglet projet, le petit chemin qui est décrit là, et sur changement de comportement et utilisation de services. Ensuite, Marketplace Sanitation, et vous aurez tous les documents dont on a parlé tout à l'heure. Pour être plus rapide, vous pouvez scanner le QR code ici également. Je vous invite à vraiment voir ce site, cette partie-là. Vous aurez toutes les informations et bien plus en détail que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Un petit document bonus également sur le site, un chemin un tout petit peu différent, hein, c'est sur Ranoche, ressources et séminaire de capitalisation 2022. Et c'est ce document-là, vous le retrouverez facilement, le document avec qui est en photo en haut à droite. Et ben là-dedans, il y a la suite des activités.
tout ce qui est accompagnement, gestion de performance, commercialisation, tout ce qui est suite des activités, vous le retrouverez en fait dans cette partie-là, dans ce document bonus, avec des résumés des autres petits documents. Je vous invite donc vivement à consulter le site web de Runwash sur cette partie Marketplace Sanitation où vous trouverez ces éléments, les éléments que nous trouvons vraiment, vraiment pertinents pour tous les acteurs. N'hésitez pas à diffuser, n'hésitez pas à appliquer. Et si vous avez quelconque question, ben nous restons à disposition. Vous pouvez nous envoyer des questions directement là tout de suite, ou bien sur le chat, ou bien à Claudia, dont on partagera sur le chat l'adresse pour pouvoir répondre à vos questions en tout temps. Je vous remercie parce que ce slide termine ma présentation. N'oubliez pas que tout à l'heure, il y a mon collègue Manzagar Zafuzat de Sandajan qui va parler du Fecal Sludge Management. Présentation extrêmement intéressante également que je vous invite à suivre. Merci beaucoup. J'attends vos questions pour d'éventuelles réponses. Merci à tous. Je propose de passer une petite séance de 5 minutes pour la question, parce que je vois une très grande main de Marina qui se lève. Et ensuite, on passe à la présentation de Mazak et on enchaînera sur une deuxième série de questions-réponses. Oui, Marina? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tsou, pour la présentation et aussi pour le partage d'expérience. Moi, j'ai une question, c'est juste une question d'abord et après, je vais faire avec le sludge management. Lorsqu'on lance les stratégies sur les marketplace sanitation, c'est vrai que le terme que c'est pour votre santé ne marche pas pour les ménages. Mais après, lorsque vous avez fait les tests au niveau des communautés ou au niveau des villages par rapport à cette approche-là, est-ce qu'on peut avoir les chiffres de succès par rapport à juste comme ça avant de dire que on va lire les documents. Il y a un accroissement au début d'un taux de quel taux et pendant quelques années d'implication, tests et applications, sensibilisation, études, vous avez atteint combien de ménages pour qu'ils puissent s'approprier, adhérer à la construction de la trine par eux-mêmes et est-ce que la grande partie a été subventionnée ou seulement les ménages qui ont fait par rapport à ces approches-là? Merci beaucoup. Merci, Marina, pour la question. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Il reste à rappeler que nous avons effectué une phase pilote des activités, donc nous n'avons pas pu mettre une grosse diffusion à l'échelle de ces principes-là. Mais en termes de réponse du marché, d'abord, qualitativement parlant, les messages qui marchent le mieux, c'est la santé, non pas vraiment la santé, le bien-être des enfants, la solidité des structures et la modernité parmi les messages qui ont été, ça dépend des segments. La modernité, c'est principalement sur le premier segment, mais les messages diffèrent selon les segments. Mais globalement, si je mélange un peu tout, ce sont les messages les plus efficaces. En tout cas, une des grandes leçons, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de faire un message de diffusion générique, mais vraiment spécialisé pour chacun des segments. En termes de chiffres, je pense que sur une journée d'exposition, parmi les 3 jours d'exposition, sur lesquels ont été menés les pilotes, nous avons eu une vingtaine de commandes, et elle s'est étendue jusqu'à 35 commandes au cours du mois auxquelles l'animation a été menée sur site. Et les installations continuent encore actuellement. Il y a moins d'une semaine, hein, d'ailleurs, on a effectué un suivi. Il y a moins d'une semaine, les installations continuent encore suite à ces activités-là. En tout cas, la réponse du marché
est assez importante. Malheureusement, je ne peux pas vous dire les nombres sur une grande échelle. Notre collègue Yarsou aimerait rajouter un petit quelque chose. Bonjour à tous et merci Marina pour la question. Pour compléter ce que Tsu a dit tout à l'heure, je vous invite à consulter également le site web dans la partie changement de comportement et utilisation des services. Il y a des documents, il y a une présentation réalisée par LSHTM qui parle des changements de comportement. Et dans ce document-là, il est présenté plusieurs approches de changement de comportement. Et parmi les plus efficaces, selon des études réalisées au niveau mondial, ce sont les approches marketing social qui sont ou plutôt les approches de marché qui sont les plus efficaces comparativement aux activités de sensibilisation et d'éducation. Et souvent, quand on parle d'arguments sur la santé, ce sont toujours des activités de sensibilisation et d'éducation. Donc, pour dire un peu que même si on n'a pas fait au niveau du projet une recherche spécifique sur ce point-là, nous avons quand même des références par rapport aux récentes études sur les sciences comportementales, que c'est au niveau du marché qu'on a un peu plus de possibilités pour avoir de meilleurs résultats à long terme plutôt que les activités d'éducation. Merci. J'espère que nous avons pu répondre à la question. Si d'autres explications, nous pourrons suivre tout à l'heure. S'il y a d'autres questions, je vous propose de passer à d'autres questions ou d'autres commentaires. En attendant la mise en place de la projection, je vous propose donc de revoir quelques aspects de l'importance en fait de l'enchaînement de ces deux présentations. Nous avons parlé de l'assainissement basé sur le marché et nous allons enchaîner sur les activités menées par le projet RANOH sur le Fecal Sludge Management, activité que nous pensons être entièrement complémentaire, puisque l'augmentation du nombre de toilettes ou de latrines sans une amélioration du traitement en aval, c'est juste reporter le problème et attendre que nous soyons tous enfin, vous voyez ce que je veux dire. OK, donc nous allons suivre avec cette deuxième présentation intitulée Études et redynamisation donc, du service gestion de boues de vidange ou Fecal Sludge Management à Madagascar. Cette étude a été réalisée donc, par nous, Sandandan, dont moi, le représentant, c'est Manzak. Pour cette présentation, nous allons diviser le temps donc, en 4 parties, selon le plan sur le slide. En première partie, nous allons parler du diagnostic que le projet a réalisé sur le service. Ensuite, nous allons discuter de l'étude menée sur un site pilote. La troisième partie se focalisera sur l'étude de marché de gestion de boues de vidange. Et finalement, nous allons vous partager les outils
que le projet a donc développé pour cette filière de gestion de boues de vidange. En gros, l'objectif de cette étude de redynamisation, c'était d'identifier et d'étudier en profondeur donc une activité pilote existante à Madagascar en ce qui concerne la gestion de boues de vidange. Dans les régions d'intervention du projet, nous avons fait un échantillon composé de 4 sites, c'est-à-dire qui comprend Fianarantsoa-Ville, Toamasina, Full Point et Ambopar Sambaina, dans les 3 régions d'intervention du projet, à savoir Mathiatrambo, Niatsinana, Naye, Baknakarach. L'étude a été menée donc par une analyse contextuelle sur la situation donc de ces 4 zones. Puis, nous avons mené des diagnostics sur les acteurs de cette filière. Et après ce diagnostic, nous avons identifié les sites potentiels et les opérateurs aptes à faire fonctionner donc, et à développer ce service. Pour la première partie, donc, nous avons fait le diagnostic de 4 services existants qui exercent donc la gestion de boues de vidange dans les villes citées précédemment. Pour le cas de Fianarantsoa, c'est une entreprise privée donc, qui gère ce service qui s'appelle Écodiou Vidange. Ce projet a été fonctionnel depuis 2020, qui a été initié par le programme 3F, puis Horizon, financé par le gouvernement Lyon et appuyé jusqu'à présent par l'ONG Practica. La pratique pour cette entreprise en matière de système de traitement, donc c'est un traitement par lit de séchage non planté, dont le traitement de boues de vidange dure environ 5 mois. Et dans les clients où l'entreprise donc effectue la collecte se catégorisent en 2 selon le type de fosse utilisée, soit donc fosse simple, soit fosse septique. Et le transport se fait par tracteur. Pour le cas de Ambopar Sambaina, le gestionnaire est un petit opérateur privé promu par l'association Tioutoul. Le projet a été initié dans le cadre de Média 2 par GRET en 2016. Le système de traitement consiste à faire juste un enfouissement classique et la collecte se fait donc par curage manuel avec des seaux, transportés ensuite par des brouettes ou des charrettes. Concernant le site de Full Point, le gestionnaire est également un petit opérateur privé engagé par Tioutoul qui dans le même projet Média 2, initié donc par GRET et financé par l'UNICEF. Le système est fonctionnel depuis 2018. Le système de traitement consiste à un biodigesteur et un séchoir dont la durée en tout donc pour le traitement dure 3 mois. La collecte se fait à l'aide de pompes et le transport se fait par motoculteur. Finalement, le 4e site étudié, diagnostiqué, est celle de Toamasina, dont l'entreprise Clean Impact gère donc cette zone. C'est un projet initié par l'ONG Protos en 2016, puis appuyé par Practica et autres agences. Et ce service-là est donc fonctionnel depuis 2018. La méthode de traitement consiste à un lit de séchage planté dont la durée de traitement est d'environ 3 à 4 mois et la collecte se fait suivant encore le type de fosse, soit par curage manuel pour les fosses simples, soit pompage à partir de citernes pour les fosses septiques et le transport se fait donc par tracteur.
À l'issue de ces diagnostics, nous avons identifié donc quelques problématiques, mais aussi des avantages pour cette filière. En tout, les problématiques donc sont la méconnaissance du cadre institutionnel pour tous les acteurs, favorisant la présence de vidangeurs informels et l'insuffisance donc de cadre légal au niveau de la commune qui est le maître d'ouvrage dans ce secteur. Ensuite, nous avons identifié aussi l'insuffisance de la demande due à un manque d'éducation, de sensibilisation de la population pour l'utilisation de ce service. Il y a aussi donc des efforts à fournir pour la formation du gestionnaire, tout aspect confondu, que ce soit technique, institutionnel, social, mais aussi et surtout au niveau de la commune qui sera le régulateur donc, de cette activité. Et finalement, un des problèmes récurrents à ces sites, c'est l'insuffisance des moyens, que ce soit matériels ou financiers, pour permettre donc aux gestionnaires d'être autonomes, puisque pour la plupart de ces projets, le gestionnaire est toujours accompagné par des ONG pour être fiable, en quelque sorte. Cependant, on a identifié donc les avantages suivants pour cette filière, notamment l'ouverture du marché sur la vente d'engrais biologiques, comme les biosesques. Il y a aussi la fourniture de services annexes qu'on peut coupler donc avec la collecte et le traitement des bouts de vidange, comme la fourniture et pose de latrines, le remplacement de marche-fer, le conditionnement des fosses. Pour les sites ciblés, on a identifié donc un nombre de populations élevé, donc un nombre de clients potentiels pour chaque gestionnaire ou de vidange. Il y a aussi la volonté de la population d'utiliser ces nouveaux services, mais à condition que ces services donc, respectent les normes. Et enfin, l'avantage d'entrer dans cette filière, c'est que le marché existe déjà. On a identifié un fort potentiel à ce marché et notamment la transformation donc, est déjà très développée en matière de technologie comme les biogaz et la vente des engrais biologiques. Ceci dit, après diagnostic, donc, nous avons entamé l'étude d'un site pilote pour le cas d'Ecodio à Fenaratsu. Pourquoi Fenaratsu en définition des critères d'évaluation technique, institutionnelle, financière, nous avons donc fait un classement suivant les critères affichés dans le slide pour identifier lequel des quatre mérite d'être étudié en profondeur pour être choisi comme site pilote. Et l'éco du vidange a été retenu par rapport à ce classement, puisque c'est une entreprise qui œuvre dans le secteur de gestion de bouts de vidange depuis près de 2 ans, bientôt 3 ans, qui est en phase de développement et d'extension actuellement. Toutefois, même si ce site a été classé comme site pilote parmi les 4, les renforcements et améliorations sont encore à préconiser pour redynamiser le service et pour parfaire donc la matérialisation des études pour cette redynamisation. Donc, la suite de l'étude se concentre donc sur l'appui que le projet a effectué avec cette entreprise Ecodio. Pour le cas de Fenaratsu, globalement, nous avons donc une population de 220 000 habitants en 2022 qui, avec un taux d'accroissement d'environ 3% par an, atteindra les 350 000 habitants d'ici 2038. En termes d'assainissement urbain, outre donc le volet ordures ménagères,
nous nous sommes focalisés sur le volet excréta. Donc, pour Fenaratu, 70% des ménages actuellement disposent de latrines à fosse perdue. Seulement 10% disposent donc de fosses septiques et le reste pratique encore la défécation à l'air libre. Historiquement, par rapport à l'implantation de EcoDio dans cette ville de Fenaratu, le projet a été mis en place, comme cité précédemment, par le programme 3F, puis le projet Horizon, puis le relais. Et cette initiative-là a été financée par la métropole de Lyon, Grand Lyon, et appuyée jusqu'à présent par l'ONG Practica en 2018. En 2020, l'EcoDio a commencé donc à effectuer, à fournir des services de vidange. Et l'année dernière, c'est-à-dire en 2022, EcoDio compte actuellement 430 clients qui représentent environ 50% de sa capacité de traitement. Techniquement, sur la description du système qu'EcoDio exploite actuellement, grosso modo, donc après la collecte, les bouts de vidange sont stockés dans le lit de séchage ouvert où l'essorage se fait pendant 90 jours. Donc, la boue séchée sera séparée de l'humidité par un drain. Ensuite, le bout séché après 90 jours sera transporté dans la zone de conditionnement pour 60 jours supplémentaires afin d'éliminer donc les agents pathogènes dans la boue. Et après analyse sur plusieurs éléments dans la boue de vidange, le compostage est réalisé et la réutilisation donc peut être entamée à l'issue de ces 60 jours de conditionnement. En termes d'infrastructure, donc le système exploité par EcoDio est composé par les éléments cités dans le slide. Mais en gros, on a donc le lit de séchage, les bassins de lagunage, la zone de conditionnement et les tranchées d'infiltration. Nous allons maintenant entamer la troisième partie qui est focalisée sur l'étude de marché et qui a encore pris donc comme exemple à titre d'illustration le cas de EcoDio dans la ville de Fenaratu. Concernant la demande, dont nous avons fait l'analyse donc pour la boue de vidange, nous avons constaté que les demandes émanant de la population restent encore très faibles. Ensuite, comme EcoDio a une capacité de traitement de 1500 mètres cubes de boue par an, ce qui représente donc 30 000 habitants sur les 220 000 actuels dans Fenaratu. Donc la capacité de traitement ne couvre que 15% du marché potentiel, du marché disponible. Et avec un taux d'utilisation de fosses simples à 70% et de fosses septiques à 10%, la boue produite à partir de fosses simples donc constitue une grande partie du marché exploité par EcoDio. Toutefois, cette grande proportion du marché est difficilement accessible pour l'opérateur, puisque une stratégie plus poussée pour atteindre la population, disons, les plus démunies, sur la sensibilisation, l'éducation et l'application des textes sont à concevoir, puisque ce sont cette frange de la population qui sont les plus susceptibles aux vidangeurs informels qui les sollicitent donc à tarif très supérieur, mais avec un service qui ne répond pas
aux normes. Ensuite, un déblocage aussi, c'est d'avoir les matériaux adéquats, puisque la plupart des WC à fosse perdues sont inaccessibles pour les engins des Ecodiou. Ensuite, les clients potentiels pour eux sont surtout les établissements, comme les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, ainsi que les stationnements, les stations-service et autres infrastructures comme les infrastructures publiques, comme les parcs d'attractions, les places de marché, les blocs sanitaires. En ce qui concerne le deuxième produit de transformation qui est l'engrais biologique, donc, les demandes sont encore assez faibles selon les enquêtes menées sur le terrain, notamment à cause de la concurrence sur l'utilisation d'engrais chimiques et des fumures traditionnelles issues des bétails, mais aussi et surtout du manque d'information et de sensibilisation pour le produit fourni donc, par Ecodiou, sans parler bien évidemment de la barrière culturelle qui, quelquefois, rend les utilisateurs réticents par rapport à cet engrais issu de matière fécale humaine. En ce qui concerne l'offre, les offres proposées par Ecodiou sont suivant donc les analyses qualitatives et quantitatives limitées par rapport à toutes les souches de population qu'elles pourraient cibler et surtout le potentiel de marché, car on avait expliqué tout à l'heure que la capacité de traitement même de l'ensemble du site d'Ecodiou ne représente que 15% du marché disponible. Pour les vidangeurs informels, la situation à Fenaratou donc perturbe énormément l'expansion de Ecodiou, puisque ces vidangeurs informels non encore répertoriés et dont des mesures d'interdiction et de sanction devraient être préconisées d'abord par la commune, empêche en quelque sorte donc l'exclusivité de Ecodiou sur son périmètre d'intervention. Après cette analyse de l'offre, donc, les améliorations proposées dans le cadre de cette étude menée par Ranouache répondent à un besoin radical, surtout en milieu urbain, pour avoir un service de vidange abordable, adapté à tous les types de besoins, quelle que soit la nature de la fosse, et aussi une évacuation propre des pots hors des zones d'habitation, dont seul Ecodiou, parmi les opérateurs cités précédemment, offre ce genre de service. Le service amélioré devra présenter donc les avantages comparatifs suivants, c'est-à-dire un rapport qualité-prix garanti, d'une part du fait de la tarification par rapport au volume qui est vérifiable, et d'autre part par le fait que la régulation de la qualité des tarifs sera assurée par la commune. Le service sera aussi plus rapide et plus simple que la reconstruction d'une latrine qui prendrait plusieurs jours et nécessite de plus en plus d'espace donc pour les bénéficiaires, pour les utilisateurs. Il est également ce service donc améliorera encore aussi la gestion des déblais et la mobilisation de main-d'œuvre ainsi que les intrants dont les coûts avoisinent ceux d'une vidange de 1 mètre cube à chaque reconstruction de latrine. Finalement, et non des moindres, donc, l'appui mené par le projet assurera un caractère légal, formel, dans un contexte de relance politique et économique où la commune appliquera donc la réglementation de l'hygiène en vigueur pour atteindre les objectifs des politiques communales, régionales et nationales en termes d'assainissement et d'hygiène. Ainsi dit, nous avons donc identifié pour la réussite d'un service de vidange
quelques conditions sont nécessaires et à respecter pour un projet d'assainissement urbain, spécifiquement pour la gestion des boues de vidange, notamment donc le respect et l'application du cadre réglementaire, la définition d'un tarif abordable et adapté à toute frange de la population, mais moins rentable pour le gestionnaire, viable financièrement. La disposition d'une station de traitement adaptée dont la capacité de l'étude est dimensionnée donc pour les besoins actuels du périmètre de gestion et aussi de l'horizon du projet. Il faudra aussi des infrastructures répondant aux normes environnementales qui devraient être vérifiées par l'ONE, excusez-moi, avant toute mise en œuvre et exploitation. Donc, aussi, il faudra formaliser la filière en faisant une interdiction drastique des vidangeurs informels qui sont les premiers adversaires, si on peut dire ça comme ça, ou freins au développement des gestionnaires privés qui sont formels et qui disposent d'un contrat de gestion légalement formé. Et finalement, il faut aussi et surtout donc organiser des campagnes d'information, d'éducation, même de matraquage pour la vulgarisation de l'utilisation des services de vidange appropriés selon les normes. Ainsi dit, donc, à l'issue de ces 3 étapes, ces 3 parties, le projet a pu développer plusieurs outils pour la gestion de boues de vidange afin que d'autres acteurs, que ce soit projet, secteur privé ou institutions, donc peuvent exploiter et adapter à leur contexte s'ils veulent donc mettre en œuvre ou développer un projet d'assainissement basé sur la gestion des boues de vidange. Comme pour le cas des présentations précédentes, ces outils sont disponibles sur notre site ranouache.org. Nous vous invitons à consulter. Mais en gros, donc, ces 6 outils-là sont nécessaires pour le développement d'un tel projet et sont tous donc à titre indicatif et surtout de modèle, mais qu'on peut adapter selon le contexte et le besoin du porteur du projet. Mais si on va entrer un peu dans la partie plan d'affaires, il faut donc se focaliser sur plusieurs hypothèses, notamment le nombre de populations à desservir, le taux de desserte en latrine de la zone d'intervention pour savoir donc la capacité de traitement actuelle et future de la zone, la définition aussi d'une production unitaire admise pour tous, donc en moyenne, afin de définir les bases pour le dimensionnement du système et de la capacité logistique nécessaire pour l'opérateur. Il faudra également considérer la production annuelle d'excédent pour les établissements autres que les ménages particuliers qui seront donc les plus gros consommateurs entre guillemets pour ce service. Et en aval, le ratio production d'engrais donc par mètre cube de boue pour définir donc quel sera le rendement en termes de transformation pour chaque mètre cube de boue traité. Ensuite, pour atteindre toutes les sources de la population, il faudra définir plusieurs types de tarifs, notamment selon les types de fosses. Il faut considérer donc tous les types de fosses qui va cibler la population de manière exhaustive. Pour la commercialisation des engrais, les scénarios de vente
qui ont été identifiés donc, consistent à approvisionner directement les sites agricoles avec un prix d'usine. Il faut aussi mettre en place des petits distributeurs locaux pour cibler le marché local, même si c'est à petite échelle, mais on cible le nombre de clients, de petits clients comme les cultivateurs. Enfin, il faut mettre en place un système de livraison conditionné selon la quantité et l'élément du site. Donc, tout ça afin de combler donc l'activité de traitement, il faut définir des activités annexes après traitement et transformation. En ce qui concerne la régulation de cette filière, nous avons préconisé dans les business plans modèles un taux de taxation de 4%, et il faut aussi considérer les taxes et redevances destinées aux collectivités locales, notamment à titre indicatif, donc 2% de taxes communales et 5% de redevances assainissement. Donc, à titre indicatif, après redynamisation et donc réforme au niveau de cette entité qui est l'écolie, nous avons pu sortir donc, selon la situation existante, un taux de rentabilité de 17% en 2038, et en mettant en place une nouvelle base tarifaire offrant plus de sécurité, les 3 tarifs allant de 50 000 à 100 000 selon donc le type de fosse. Il est à noter que ce projet a été étudié à titre indicatif, mais cela ne reflète pas nécessairement les potentialités du marché, puisque, comme on disait tout à l'heure, la capacité de traitement du site à Fenaratsu ne peut couvrir au maximum que 15% du marché disponible. Donc, en gros, cela donc résume notre présentation sur cette étude. Et nous vous invitons pour plus de détails à entrer donc dans le site web bravoage.org pour télécharger les outils nécessaires. Toutes les études, résultats, diagnostics et comparaisons cités tout à l'heure, ils sont disponibles et utilisables pour toute fin utile. Ceci met fin à ma présentation. Merci à nous tous pour votre attention. Je repasse la parole à mon dessous. Et s'il y a des questions par rapport à cette présentation, donc nous sommes à votre disposition pour y répondre. Merci. Il y a des questions dans le chat? Nous avons quelques questions dans le chat. Je vais en prendre depuis le début. La question de Marina en bas. Ça commence avec la question. Là. Est-ce que la durée d'une journée est de 2 à 3 heures pour le mode de collecte partagé ici et pour une fosse? Oui, donc la durée indiquée ici donc, couvre la durée pour la vidange d'une fosse pour les opérateurs en fonction du type de fosse et du logistique mobilisé donc par l'opérateur pour effectuer les vidanges. La deuxième question, c'est juste un commentaire. Les boues produisent bien des biogaz et engrais, mais la population est encore sensible au produit à cause de sa provenance. Les engrais sont vendus, sont mentionnés les origines, les clients achètent sont demandés en général, mais si une fois connu l'île de Venne réticent, les principaux clients sont donc ceux qui ont déjà comme mentionné dans les détails des études,
effectivement, il y a cette barrière culturelle sur la provenance des engrais bio, mais les opérateurs donc ont leur propre approche pour attaquer ce marché. Il y a ceux qui affichent volontairement donc la provenance de ces engrais-là, mais en démontrant par des exemples comparatifs d'un même type de culture avec des engrais traditionnels issus de bétail, les fumures et des engrais chimiques par rapport à une autre culture de même type, mais cultivée avec les engrais issus des bouts de vidange. Et là encore, le lieu d'implantation d'un tel type de produit diffère selon la région d'intervention. Et comme nous l'avons donc expliqué dans les études, par exemple, sur la zone ouest, il n'y a pas cette barrière culturelle, contrairement à la région de Mathiachambou et Baknakaraj, par exemple. Donc, cela, c'est variable donc, en fonction des lieux et de la politique de l'opérateur. Deuxième question encore de Marina. Nous cherchons à faire les vidangeurs informels de devenir potentiels, c'est-à-dire qu'ils deviennent des facteurs favorables au site de décharge, même si le site appartient à une association entre PJB, on leur sensibilise à y faire des déversements avec un coût très abordable et conditions convenables. Oui, c'est une approche envisageable pour, disons, exploiter le potentiel des vidangeurs informels, mais il serait plus intéressant de formaliser ces vidangeurs informels qui donc n'ont pas d'existence légale aux yeux des communes et qui ne sont pas redevables contractuellement, contrairement aux opérateurs qui disposent d'un contrat, qui payent convenablement donc les redevances à la commune. Et une des approches qu'on pourrait préconiser, c'est de recruter donc pour je parle pour les opérateurs formels. Donc, les opérateurs formels devraient recruter ces vidangeurs informels afin d'intégrer donc dans leurs équipes ces activités et de renflouer un peu leur logistique. Comme ça, donc, on fait d'une pierre deux coups. On exploite le potentiel de ces vidangeurs informels et on renforce donc les capacités logistiques et les capacités de collecte de l'opérateur déjà formel qui dispose d'un contrat avec la commune. Question suivante. Est-ce que les normes respectées par les vidangeurs sont claires pour Madagascar? Même question sur les normes respectées pour la vente des produits transformés. Pour la première partie, normes respectées par les vidangeurs, les textes sont clairs, mais malheureusement restent encore méconnus, surtout pour les acteurs, sur les normes à respecter. Et ces normes à respecter-là donc, sont définies notamment par la charte d'environnement et dont l'autorisation pour les vidangeurs est délivrée exclusivement par l'ONE sans l'approbation de l'ONE, donc aucun vidangeur ne devrait pratiquer légalement son activité. Et l'ONE effectue donc une étude d'impact environnemental sur l'activité proposée par l'opérateur en amont de toute mise en œuvre. Donc, oui, les normes sont claires, mais encore méconnues par les vidangeurs. Sinon, il n'y aurait pas de vidangeurs formels.
Et de même pour la revente des produits transformés, puisqu'il y a des analyses à mener sur les composantes chimiques et organiques des produits transformés avant mise en vente, donc pour chaque produit. Mais à ce jour, et selon les études que nous avons menées, cette pratique n'est pas encore vulgarisée, pour ne pas dire non pratiquée par les acteurs que nous avons consultés. Dernière question. Est-ce que le contrat de gestion, c'est pour la gestion de cycle ou la chaîne tout entière? Je trouve qu'il faut mettre en concurrence sur les services en amont, mais mettre une politique de décharge, comme la question de Rodolphe. Donc, comme modèle dans cette filière qui, précisons-le, donc ne dispose pas encore d'un contrat, un modèle de contrat national, le projet a établi un modèle qui se base donc sur le manuel de procédure du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et qui s'était inspiré de la contrat de gestion pour le service public de l'eau potable. Donc, pour répondre à la question, le contrat couvre la totalité de la filière, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à la transformation, et ce, dans une zone, dans un périmètre d'intervention bien défini, qui octroie donc un droit d'exclusivité aux gestionnaires sur la même zone, c'est-à-dire que normalement, il ne devrait pas avoir plusieurs opérateurs de coup de vidange dans une même zone d'intervention, mais il devrait avoir juste donc un seul opérateur qui dispose d'un contrat de délégation de gestion, puisque rappelons-le, ce service fait partie des services publics dont la responsabilité incombe aux communes, mais qu'elles délèguent la gestion à un opérateur privé. Donc, ce modèle de contrat couvre plusieurs scénarios, c'est-à-dire pour un opérateur qui va prendre en charge toute la chaîne de la collecte, en passant par le traitement, la transformation, la mise en vente des produits de transformation, que ce soit biogaz ou engrais ou autre, mais qu'on peut aussi donc fractionner selon le type de service que l'opérateur veut fournir à la commune. C'est-à-dire, s'il y a un opérateur qui veut seulement faire la collecte, on peut en faire un modèle de contrat. Ensuite, s'il y a un opérateur qui veut juste faire la transformation, c'est-à-dire le traitement, on peut exploiter ce contrat selon ce type d'activité. Et finalement, pour les vendeurs de produits transformés, on peut avoir un autre type de contrat selon donc les scénarios. Il n'y a plus de questions. Plus dans le chat. Plus dans le chat. Oui, merci beaucoup, surtout à mes soucis Manzak. En fait, ça a été une critique la critique, une situation d'assainissement, surtout en zone là, un peu éloignée, de Madagascar. Les stratégies présentées sur une zone. C'était un fanalavcho fallait approche générale anisana creva tena adopté na zao le hoe tsy miresaka zany santé zany fa sa neveurentir amin'ny olona zany hoe santé zany politika ahafahana malagasy iny fa tena miditra mot hafa mihitsy andro moa za vao nahita an'ity le hoe bien-être des enfants ity, merci beaucoup. Fa ny anankiray tena anisan'ny message clé favorisenay ao anatin'izy dia tena hoe le dignité de soi-même. Zany hoe ohatrany hoe karazana manao
karazana manao déclenchement misy zany hoe le olona manao misy eny amin'ny arabe sy eny amin'ny andreny nefa olona tsy mahalala menatra tsy mahafantatra hoe misy valeur amin'ny tenany zay zany efa azo lazaina hoe somary manao karazana inona filazana zany karazana amin'ny teny frantsay zany karazana ohatrany hoe eny e déclenchement ihany ahafahan'ilay olona s'approprier fa ny tena marina koa misy fotoantsika mila midécider ihany hoe tena besoin ilay fanana latrine fa tsika mizaka manao sens présent ohatrany hoe manambitamby an'ilay olona zany hoe manana reto cabinet dia na le opérateur privé na le ana dia ohatrany hoe lasa te hanana tendance hoe ahoana fomba hanana cabinet fa le demande le niteneny tsoa teo hoe ahoana nahafahan'ilay olona miteny hoe fiainana koa ilay cabinet surtout hoe maninona ny olona anankiray no mahasamiteny hoe tsy mahavita manamboatra cabinet amin'ny trano 2 étages ohatra za teneko izany mahavita trano 2 étages nefa tsy mahavita cabinet 1 mètre carré ohatra zany hoe tena ilay volonté an'ilay olona anao an'ilay demande zany sy approprié zany hoe tsy hoentina any amin'ilay tambatambazana misy approche anankiray ohatran'izay zany hoe tsy any amin'ilay tambatambazana fa tena any anatin'ilay dignité de soi ilay tena afatiny hoe besoin inévitable ao anatin'ny tontolona olona no desir ankoatran'ilay stratégie de promotion de vente sy ny sisa. Merci. Merci amin'ilay partage fa misy afaka mbola explorena ihany koa anatiny. Merci beaucoup. Mankasitraka indrindra Marina, tena tsara be mihitsy ilay remarque izay mihitsy no nahatonga ilay resaka nandeha tamin'ilay présentation teo hoe anisan'ny atao hoe levier psychologique matanjaka be ataontsika hoe inona ny tenenako an'izay ny fitsiriritana ny tenenako an'izany ny fitsiriritana ny olona rehefa mitsiritrita zany tena manana ohatrany hoe mazoto be hiazakazaka amin'iny fa raha vao tsy mbola vitantsika no mampitsiriritra ny olona amin'izay efa manana cabinet dia mbola sarosarotra ny hisy ny division automatique an'izy ohatrany hoe ny cabinet manko izao hoe miafinafina afenimpenina tsy asosieo fa rehefa fantatra hoe ity misy olona ataoko hoe afaka be mpanan-karena be tsara be fiainana izy manana cabinet dia aseho be cabinet dia mitsiriritra le cabinet le olona dia lasa misy le demande hoe fataiza ity cabinet anao ity no ohatran'ny hoe mampitsiriritra zany satria tsy le cabinet mampitsiriritra fa le statut social an'le olona nampiseho manana le cabinet zany hoe ahoana hoe zany liena le statut social na olona ataoko hoe moderna olona ataoko hoe mivoatra olona eny izay tiantsika zany miova isaky ny toerana miova izy ohatra ny any amin'ny coach aty amin'ny hôtel tsy voatery hitovy le tsiriritin'ny olona zany fa hitako hoe tena mitombona be mihitsy le commentaire ny Marina teo hoe mila mitady levier hafa-tsika zany efficace kokoa noho ny sensibilisation ataoko hoe mahazatra antsika na dia ataoko hoe marina le zavatra tantaraintsika marina Marina. Merci. Raha miditra amin'ny pejy ny ranoage.org tsika dia tonga eto amin'ny accueil tsy haiko na mandeha partage l'écran izao dia tonga eto amin'ny accueil dia ny atao amin'ny changement de comportement utilisation de service eo amin'ilay partie projet eto ambany eto tonga eto amin'ity changement de comportement utilisation de service ity tsika dia aty ambanimbany aty mahita an'ilay market based sanitation miaraka amin'ilay rapport isan-karazany misy an'ilay rapport mavesabesatra kely ry zareo fa azo téléchargena tsara raha miverina kely eto amin'ny accueil indray dia misy an'ilay hoe ressources ity amin'ny sisiny indrindra ity dia misy an'ilay hoe séminaire de capitalisation 2022 dia ato amin'ity séminaire de capitalisation 2022 ity indray misy séminaire de capitalisation 2022 iny izy io fa voatsindry dia ato misy an'ilay présentation hito human center design ao misy an'ilay étapy le niresahako teo hoe mety toy an'ilay document anankiroa teo mifameno zany ireo document anankitelo ireo somary mifampiditra ihany ry zareo dia mifameno aza misalasala mijery an'ny zareo ireo fa misy zavatra hitako hoe mahasoa ho antsika mpikirakira cabinet rehetra moa ny olon-drehetra kay mpikirakira cabinet daholo
Raha tsisy fanontaniana dia mankasitraka antsika rehetra tamin'ny fanarahana an'ilay webinaire anankiroa